Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de tendons, on parle d'inflammation, on parle de douleur et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous invite à en consulter un ou une. Vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, sur mon site web aussi. Et dans mes livres, vous les connaissez, il y a le livre Lève-toi et marche et mon plus récent livre Plus jamais malade. Quand on a une tendinite, est-ce qu'on devrait remettre en question la tentation des infiltrations? C'est la question qui m'est le plus souvent posée. Là, je vais vous parler des infiltrations de cortisone. Il y a d'autres types d'infiltrations. Je vais limiter à la cortisone. Ça va être plus simple de circonscrire mon propos, mais c'est la question qui revient le plus souvent. Est-ce que je devrais avoir une infiltration? Est-ce que ça donne quelque chose? Est-ce que je devrais en avoir une troisième? Et parfois, lorsqu'on on concentre tout le débat thérapeutique autour de l'infiltration avec nos professionnels de santé, avec nos proches, on oublie tout le reste. Et c'est le reste qui est particulièrement important pour guérir une tendinopathie, parce que je vous parle spécifiquement de tendinopathie, c'est, ce n'est pas la stratégie qui donne des bons résultats à moyen et à long terme. Pour la plupart des tendinopathies, c'est plutôt donc l'inverse. On a des résultats, si on en a à court terme, mais des résultats à long terme, on en a un peu moins. Cela dit, chercher un soulagement rapide, c'est normal, c'est humain, c'est même une réaction de protection. C'est profondément lié à nos mécanismes de survie. Quand on a mal, on ne veut pas avoir mal. Quand on a mal en quelque part, on se dit, il y a une blessure, ça doit être grave. Si je mets ma main sur un rond de poil, je vais retirer ma main parce que j'ai mal. Donc, il y a cette composante-là. Et on sait maintenant que ce n'est pas parce qu'il y a une douleur qu'il y a nécessairement de l'inflammation. Ce n'est pas parce qu'il y a une douleur qu'il y a nécessairement un problème grave. Il y a des gens qui ont des tendons en mauvaise condition et qui n'ont pas de douleur, j'allais dire malheureusement, parce que s'ils en avaient, ils auraient peut-être changé certaines choses avant. Donc, on sait que dans un contexte de tendinopathie, la douleur, elle peut être interprétée vraiment différemment comparativement à mon exemple de brûlure en mettant notre main sur un poivre. On sait aussi qu'une infiltration de cortisone agit surtout à court terme sur la douleur, avec un effet parfois limité, parfois nul, sans corriger la structure du tendon qui se réorganise avec le mouvement. On a vraiment des usines de réparation dans nos tendons qui sont activées par le mouvement, comme les muscles. Si vous voulez prendre la force dans vos muscles, vous n'allez pas avoir une infiltration. Vous allez faire des exercices pour prendre de la force. Votre muscle va se contracter plus fort, vous allez générer plus de force. Le tendon, c'est une structure non contractile. Donc, le tendon lui-même ne génère pas de force, mais il transmet la force et c'est un peu le même principe. Il y a une capacité de réparation et le signal biochimique ou physiologique de cette réparation-là est émis par, entre autres, par le mouvement. L'infiltration de cortisone n'aura pas cette propriété-là et oui, ça peut être intéressant de diminuer la douleur. Oui, ça peut être intéressant si votre infiltration a du succès, ça diminue votre douleur et ça vous permet de mieux dormir, par exemple. Je ne dis pas que c'est inutile, mais de construire toute la réflexion sur l'infiltration, je trouve que c'est un peu mettre une forêt devant, comment on dit ça? L'arbre cache la forêt, mais c'est un peu ça. On perd de vue ce qui est vraiment important. Alors, ces petites fourmis que j'ai illustrées sur la corde, ces petites fourmis qui réparent la corde, ben, c'est un peu ça qui se passe finalement, sauf que ce n'est pas des fourmis, c'est des processus physiologiques. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres contenus, la peau reçoit comme une autoroute de vaisseaux sanguins. Elle est très vascularisée. Les muscles sont très vascularisés. C'est des structures qui guérissent assez rapidement quand même. Le tendon, c'est l'inverse. C'est un petit chemin de campagne où il y a un véhicule qui passe un à la fois. C'est une analogie, mais le tendon reçoit moins de sang dans bien des cas. Et il y a des tendons en plus qui, à des régions spécifiques, reçoivent encore moins de sang, ce qui en fait souvent des régions plus fragiles. Alors, pour réparer des fibres qui sont désorganisées, on a besoin de sang et on a besoin de temps. Et dans le cas du tendon, bien, il y en a besoin d'un petit peu plus que d'autres structures. Je vous l'ai dit, le tendon s'adapte à la charge, au mouvement,
au bon stress qu'on lui applique. Ce n'est pas dangereux du mouvement. Quand il est contrôlé, quand il est progressif, quand il est encadré et quand qu'il est choisi à une bonne vitesse avec des pauses, il y a plusieurs éléments à prendre en compte, mais c'est bon, c'est un bon stress pour lui. C'est la stimulation mécanique qui favorise la réorganisation des fibres. Alors, quand on met tout ça sur la glace avec une infiltration, oui, ça peut soulager la douleur, mais il ne faut pas oublier la stimulation mécanique et cette réduction de la douleur peut aider à court terme, comme je le disais, mais sans réadaptation, le tendon risque de rester vulnérable à la charge. Vous n'avez pas tous accès à des soins de réadaptation, ça j'en suis conscient. C'est un peu frustrant que, par exemple, qu'on ait accès à certains médicaments gratuitement, alors qu'on sait souvent que dans certaines pathologies musculo-squelettiques, les traitements de réadaptation sont plus efficaces. Donc, si vous n'avez pas accès, c'est une des raisons pour lesquelles je vous propose des contenus gratuits. Ça ne remplace pas les conseils, les programmes d'exercice spécifiques de professionnels de la santé comme mes collègues. Mais entre ça et rien, je pense que c'est intéressant d'avoir certaines ressources et de se réapproprier le mouvement progressivement, graduellement, et de ne pas mettre de côté non plus les stratégies qui soulagent la douleur, mais de se rappeler toujours que c'est un des ingrédients d'une stratégie thérapeutique et de ne jamais oublier que soulager n'est pas réparer. Le tendon récupère avec du mouvement, je me répète, mais je vais le répéter encore, du mouvement progressif et bien dosé. Soulager n'est pas réparer. Enlever la pile dans votre détecteur de fumée, c'est enlever un signal qu'il y a peut-être quelque chose de problématique dans votre maison, il y a peut-être un feu qui commence, ou c'est peut-être le signal pour changer votre pile, mais c'est probablement le signal de quelque chose. Donc, la douleur dans un contexte de tendinopathie, c'est le signal de quelque chose. Ce n'est pas le problème en soi, même si quand on a une douleur très forte, le problème vient finalement par être la douleur parce qu'on ne dort plus, on ne peut plus rien faire, ça change notre humeur. Et quand on règle la douleur, on dort mieux, notre humeur va mieux, au travail, ça va mieux. Mais le tendon, lui, n'est pas nécessairement réparé et on veut que le tendon soit réparé. Si on voyait une photo, on recevait une photo par courriel régulièrement de nos tendons problématiques et qu'on voyait sa réaction au mouvement, peut-être que ça nous motiverait un petit peu plus et on comprendrait encore mieux, on verrait encore mieux l'importance du mouvement pour la réparation du tendon. Quand même, quelques conseils en lien avec les infiltrations. Prudence, quand elles sont répétées à long terme, elles peuvent, oui, fragiliser le tendon, fragiliser les structures, en fait, où on va injecter la cortisone et altérer, donc, la qualité des tissus. Si on vous propose des infiltrations à répétition plusieurs fois par année, posez la question, peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe moi ou que j'ignore dans votre condition physique, peut-être que c'est approprié, mais parlez-en, posez la question de voir qu'en est-il de l'altération de la qualité des tissus quand on a des infiltrations à répétition. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont été publiées à ce sujet-là. Deuxième conseil, si une infiltration est envisagée, elle devrait s'intégrer à une prise en charge globale. Sans réadaptation, les bénéfices sont souvent temporaires. Et si on vous dit, je ne vous référerai pas en physiothérapie parce que c'est pas possible, il n'y a pas d'accès. Même chose de l'autre côté de l'Atlantique, en kinésithérapie, vous avez des déserts, non pas médicaux, mais kinésithérapiques. Je ne sais pas si ça se dit. Mais il y a d'autres stratégies. On peut tout de même donner un programme d'exercice de base, des conseils de base, de souligner l'importance de tel et tel exercice pour telle ou telle tendinopathie. Ça se fait de façon assez simple. On doit transmettre ces informations-là, du moins à mon sens. Et troisième conseil, ne pas confondre, je répète, absence de douleur et guérison complète. Oui, lorsque la douleur diminue, ça peut être un signe que ça va mieux. Mais quand la douleur est enlevée par une infiltration de cortisone, ce n'est pas un signe de guérison. Alors, est-ce qu'il faut remettre en question la tentation de l'infiltration? Moi, je pense que oui. Il faut prendre une grande respiration quand on parle d'infiltration de cortisone pour faire prendre un pas de recul et de poser des questions, de faire des recherches sur des sites crédibles pour voir c'est quoi les stratégies thérapeutiques démontrées comme étant efficaces pour traiter une tendinopathie. Et
on aura une vue d'ensemble et là, on choisit ce qu'on veut faire. Et parfois, le moment de l'infiltration va être modifié. Peut-être qu'on va se dire, on va commencer par telle stratégie thérapeutique avec un programme d'exercice isométrique, par exemple, donc des exercices qui ne reproduisent pas de mouvement. Vous allez en trouver sur ma chaîne et on fera l'infiltration plus tard si ça n'a pas d'effet. Et là, il y a vraiment 1000 cas de figure qui feraient en sorte qu'on choisirait une stratégie thérapeutique avec ou non des infiltrations de cortisone et peut-être pas selon les cas au même moment. Alors, j'espère que ça va pouvoir alimenter votre réflexion sur les infiltrations. J'y reviendrai dans des prochaines vidéos. Je vous remercie de votre participation. C'est toujours un grand plaisir de vous présenter mes contenus. J'espère que tout ça vous sera utile. Je vous remercie aussi pour vos contributions. Vous êtes nombreux et nombreuses à me faire des contributions, soit directement sur ma chaîne YouTube, soit en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner à l'infolette, c'est gratuit. Il y a des courriels thématiques. Aussi, vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre Plus jamais malade et aussi mon livre Lève-toi et marche. Il y en a beaucoup d'autres. Vous pouvez les trouver des deux côtés de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.